Vieillir. Un mot qui fait frémir silencieusement une société obsédée par la performance, l'image et la vitesse. On nous apprend à célébrer la jeunesse, à courir après les ambitions, à bâtir un nom, une carrière, une famille. Mais que se passe-t-il quand le bruit s'apaise, quand les enfants partent, quand le miroir ne reflète plus le même visage et que l'agenda se vide peu à peu de ses obligations? Le silence qui s'installe effraie, pas seulement parce qu'il évoque la fin, mais parce qu'il confronte l'âme à une question redoutable. Qui suis-je maintenant que je ne fais plus ce que j'ai toujours fait? Dans la culture occidentale, la vieillesse est souvent perçue comme une chute, une perte, une lente disparition. Mais pour Carl Gustav Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, cette vision est non seulement erronée, elle est toxique. Il écrivait « Nous ne pouvons pas vivre l'après-midi de la vie selon le programme du matin. » Autrement dit, la deuxième moitié de la vie exige un autre regard, un autre rythme, un autre but. Pour Jung, le vieillissement n'est pas une descente, c'est une transition, une mutation psychique, une opportunité unique de plonger dans les profondeurs de soi-même, au-delà des rôles, des masques et des attentes sociales. C'est le moment où l'individu est enfin prêt à se rencontrer lui-même, sans décor ni camouflage. Mais pour cela, il faut briser le grand malentendu, celui de croire que notre valeur réside uniquement dans ce que nous produisons, montrons ou accomplissons. Ce malentendu alimente l'anxiété du vieillissement, car il nous attache à une image éphémère de nous-mêmes. La vieillesse, vue par Jung, n'est pas une maladie à combattre, mais une œuvre à accomplir. C'est l'achèvement d'un chemin, le moment de réunir les fragments de notre histoire intérieure. Elle ne promet pas le confort, elle appelle à la profondeur, elle ne garantit pas la tranquillité, mais elle offre une vérité. Il faut alors changer la question. Au lieu de demander « comment rester jeune ?», demandons « comment devenir entier ?» C'est cette quête que Jung nous propose, une quête exigeante mais libératrice. Et elle commence par reconnaître que la seconde moitié de la vie n'est pas le début de la fin, mais l'invitation à un commencement plus profond. Il arrive un moment, dans la vie de toute personne, où les anciens costumes deviennent trop étroits. Ce que nous avons été, père, mère, professionnel, figure sociale, cesse d'être suffisant pour exprimer ce que nous sommes vraiment. Et pourtant, il est difficile d'abandonner ces identités, car elles nous ont donné une place, une reconnaissance, un sens. Mais vient l'heure où la pression de l'âme devient plus forte que la pression sociale. C'est là que commence ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation. Le cœur même de la psychologie profonde est le premier pilier pour une vieillesse pleine de sens. Individuer, c'est se libérer des masques. C'est cesser de vivre uniquement à travers ce que les autres attendent de nous. Jung ne voyait pas l'individuation comme un égoïsme tardif, mais comme une nécessité spirituelle. Dans la première moitié de la vie, nous construisons notre persona, ce personnage social qui nous permet d'interagir avec le monde. Mais dans la seconde moitié, cette persona devient une prison si nous refusons d'aller plus loin. La vieillesse heureuse n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas un refus de vieillir. C'est une marche vers une autorité intérieure, une capacité à écouter sa propre voix, même si elle va à contre-courant du monde. C'est dans cette écoute que l'on découvre souvent des parts oubliées de soi, une sensibilité étouffée, une vocation jamais explorée, une vérité longtemps tue. L'individuation nous pousse à réintégrer ce qui avait été abandonné pour réussir. C'est un chemin de réunification. Mais ce chemin demande du courage. Il exige de perdre certaines certitudes, de décevoir parfois l'entourage, d'affronter le vide de ne plus être utile selon les critères extérieurs. Pourtant, c'est dans ce dépouillement que renaît la vraie liberté. La liberté d'être enfin soi, non pas contre les autres, mais au-delà des rôles. Vieillir avec sagesse, ce n'est pas accumuler des réponses, mais consentir à une transformation. Jung disait que celui qui ne s'individualise pas dans la seconde moitié de la vie tombe dans la stagnation, l'amertume ou la nostalgie. Il se raccroche à une image passée de lui-même, au lieu d'embrasser la vérité présente. Ce premier pilier, l'individuation, nous appelle à cesser de jouer des rôles et à oser vivre à partir du centre, non de la périphérie. Et ce centre, c'est l'âme. À mesure que les années passent, quelque chose en nous devient plus pressant que les projets, les possessions ou les apparences. C'est le besoin d'authenticité. Et pour y parvenir,
il faut se confronter à ce que Jung appelait l'ombre, ce second pilier incontournable pour une vieillesse profonde et lucide. L'ombre n'est pas le mal. Ce n'est pas le côté obscur au sens moral du terme. L'ombre représente tout ce que nous avons refoulé, nié ou ignoré en nous-mêmes au fil de notre vie pour être accepté, aimé ou valorisé. Ce sont des émotions, des désirs, des peurs, des blessures non reconnues. C'est tout ce que nous avons dû laisser de côté pour devenir ce que le monde attendait de nous. Le problème, c'est que ce que l'on refoule ne disparaît pas. Cela s'enfuit. Et plus on avance dans la vie, plus ces contenus inconscients cherchent à remonter. Ils apparaissent sous forme de colère inexpliquée, de tristesse chronique, de rigidité, d'angoisse existentielle ou de jugement excessif envers les autres. Vieillir sans affronter son ombre, c'est risquer de devenir un gardien amer de sa propre prison psychique. C'est projeter sur le monde ce que l'on refuse de voir en soi. Jung avertissait, plus une personne ignore son ombre, plus elle devient l'esclave de ce qu'elle rejette. Mais il ajoutait aussi, intégrer l'ombre, c'est retrouver sa vitalité perdue. C'est comme récupérer des fragments d'âme abandonnés en chemin. Ce n'est pas un processus confortable, mais il est libérateur. Car en accueillant nos fragilités, nos contradictions et nos zones d'ombre, nous devenons plus humains et plus compatissants. La maturité ne consiste pas à être parfait, elle consiste à être entier. Cela signifie reconnaître notre ambivalence, nos erreurs, nos limites, mais aussi notre potentiel inexprimé. Dans ce face-à-face intérieur, on cesse de juger, on commence à comprendre. Intégrer l'ombre, c'est aussi se réconcilier avec les versions de nous-mêmes que l'on a rejetées. L'adolescent révolté, le rêveur abandonné, l'enfant blessé. Ces figures intérieures ne veulent pas nous nuire, elles veulent être entendues. Et c'est souvent à ce moment de la vie, quand le monde extérieur exige moins, que l'on a enfin l'espace pour écouter ces voix oubliées. Ce pilier demande honnêteté, patience et douceur. Mais il nous donne en retour quelque chose d'inestimable, la paix avec soi-même. Que reste-t-il lorsque les trophées de la vie commencent à perdre leur éclat? Lorsque la reconnaissance professionnelle s'efface, que les enfants suivent leur propre route, que les rôles qui nous définissaient s'évanouissent dans le rétroviseur du temps. Pour beaucoup, ce moment déclenche une crise sourde. Ma vie a-t-elle encore un sens? Dans notre culture, nous avons appris à lier le sens de la vie à la réussite. Réussir sa carrière, bâtir une famille, atteindre des objectifs mesurables. Mais ce modèle, bien qu'utile pour la première moitié de l'existence, devient insuffisant à mesure que l'on avance en âge. Carl Jung nous invite à une transition intérieure majeure, passer d'une logique de la performance à une logique de la signification. Dans la maturité, le sens ne vient plus de ce que l'on accomplit, mais de ce que l'on comprend, de ce que l'on intègre, de la cohérence de notre récit de vie. Le troisième pilier du vieillissement heureux est donc une quête de sens plus profonde, plus symbolique. Ce n'est plus le faire qui importe, mais le devenir. Ce n'est plus l'addition des exploits, mais l'unité intérieure que l'on réussit à construire avec les fragments de son passé. Jung insistait sur le fait que l'être humain ne peut vivre sans un sentiment de signification. Quand ce sens fait défaut, la vieillesse devient une terre stérile, marquée par le vide, l'ennui ou la mélancolie. Mais lorsque le sens est présent, même dans les limites physiques ou les pertes, la vie garde une lumière intérieure. Trouver ce sens exige un retour sur soi. Cela peut passer par la relecture de sa propre histoire, non pas pour s'y attacher avec nostalgie, mais pour y découvrir les fils invisibles qui relient les événements, les douleurs et les choix. Ce travail de symbolisation, transformer sa biographie en mythe intérieur, redonne de la densité à l'existence. Il ne s'agit plus d'avoir fait beaucoup, mais d'avoir compris ce que tout cela voulait dire. Cela peut aussi se traduire par de nouvelles formes de contribution, transmettre, écouter, créer, contempler. La sagesse ne s'exprime pas toujours dans de grands gestes. Parfois, elle réside dans une simple présence pleine, attentive, apaisée. Le sens véritable ne s'impose pas. Il se découvre souvent dans le silence, dans la solitude fertile, dans le dépouillement. Mais une fois trouvé, il soutient l'âme, même lorsque le corps commence à fléchir. Il y a un mot que beaucoup évitent, même à mesure que les années avancent, la mort. On détourne le regard, on change de sujet, on préfère se distraire. Pourtant, elle est là, discrète mais constante.
comme une présence en fond de scène. Et si l'on ne s'en approche pas consciemment, c'est elle qui s'impose, souvent avec brutalité. Pour Carl Jung, cet évitement est une des grandes tragédies de notre culture. Il disait que l'ombre de la mort plane sur toute la seconde moitié de la vie, et que refuser d'en faire un objet de réflexion, c'est se condamner à une existence superficielle, angoissée, incomplète. Mais parler de mort n'est pas sombrer dans le pessimisme, c'est au contraire ouvrir la porte à une vie plus consciente, plus dense, plus vraie. La réconciliation avec la mort, quatrième pilier d'une vieillesse pleine de sens, commence par accepter son existence, non comme une fatalité injuste, mais comme une composante naturelle et nécessaire de la vie psychique. La mort n'est pas l'ennemi de la vie, elle en est le miroir le plus profond. À mesure que l'on intègre cette réalité, un glissement subtil s'opère. On cesse de vivre en mode automatique. On commence à choisir avec plus de justesse, à aimer avec plus de présence, à se délester de ce qui est vain. L'éphémère devient précieux. Jung écrivait que ce n'est qu'en regardant la mort en face que l'on accède à une vie véritablement intérieure. Cette conscience aiguë de notre finitude agit comme un aiguillon. Elle nous pousse à clarifier nos valeurs, à réconcilier nos conflits, à approfondir nos liens. Se réconcilier avec la mort, c'est aussi faire la paix avec ce que nous ne contrôlerons jamais. Le temps, le vieillissement, les départs. C'est reconnaître que tout passe, mais que tout ce qui a été vécu avec vérité demeure dans une autre forme, dans une autre mémoire peut-être plus vaste. Cela ne veut pas dire ne plus avoir peur. La peur peut subsister, mais elle n'a plus le dernier mot. Car en accueillant la mort comme une réalité psychique, on libère une immense énergie, celle de vivre maintenant, sans attente illusoire, sans retard. Ce pilier n'est pas morbide, il est libérateur. Car quand la mort cesse d'être un tabou, la vie peut enfin devenir sacrée. Il existe un mal silencieux qui ronge bien des âmes à mesure que les années passent. Ce n'est ni la solitude, ni la maladie physique, ni même les pertes accumulées. C'est l'absence de sens, ce vide intérieur, souvent indicible, qui s'installe lorsque la vie extérieure ralentit et que l'on ne sait plus pourquoi se lever le matin. Carl Jung l'affirmait sans détour. Le manque de sens est la maladie de l'âme de notre temps. Et dans la vieillesse, cette maladie devient encore plus dangereuse, car si le corps fatigue, mais que l'âme est nourrie par une direction claire, la vie garde sa flamme. En revanche, si l'âme se sent abandonnée, incomprise, inutile, le vieillissement devient un terrain de souffrance psychique. Le sixième pilier d'une maturité heureuse est donc la quête d'un sens réel, profond, incarné, pas un sens imposé de l'extérieur, pas un rôle à jouer, mais une raison d'être qui corresponde à ce que l'on est devenu, avec ses blessures, ses pertes, ses vérités. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils tentent de retrouver du sens en faisant plus, en se rendant occupés, en niant leur transformation intérieure. Mais l'âme, elle, ne réclame pas d'activité. Elle réclame d'authenticité. Elle veut savoir que ce que l'on vit encore a une valeur, un lien, une résonance. Alors, qu'est-ce qui peut donner du sens quand le corps faiblit, quand les repères d'hier s'effacent? La réponse n'est jamais universelle, mais elle est toujours intérieure. Pour certains, ce sera transmettre ce qu'ils ont appris. Pour d'autres, cultiver une relation plus profonde avec le silence, l'art, la nature ou le sacré. Pour d'autres encore, ce sera réparer un lien, écrire leur histoire ou simplement se réconcilier avec qui ils ont été. Le sens ne réside pas dans l'extraordinaire. Il est souvent discret, quotidien. Il naît quand nos gestes, nos paroles, nos pensées s'alignent avec ce que notre cœur sait vrai. Vieillir sans sens, c'est devenir une coquille vide. Mais vieillir avec sens, c'est devenir un porteur de lumière, même dans la fragilité. Ce pilier nous rappelle ceci. L'âme a besoin de racines symboliques. Elle a besoin de sentir qu'elle est en chemin, encore et toujours. Et tant qu'il y a du sens, il y a de la vie, une vie pleine, même au cœur du dépouillement. L'après-midi de la vie ne doit pas être vécu selon les principes du matin. Cette phrase de Jung résonne comme une cloche silencieuse pour ceux qui, en avançant en âge, pressentent un appel intérieur, mais ne savent pas encore le nommer. Dans la première moitié de l'existence, notre énergie se tourne vers l'extérieur. Construire, réussir, séduire, faire sa place dans le monde. Ce mouvement est naturel, nécessaire. Il structure l'ego, forge l'identité,
donne un cadre à notre passage sur Terre. Mais passé un certain seuil, parfois discret, parfois brutal, ce mouvement s'épuise. Ce qui autrefois nous animait semble désormais vide. Une fatigue nouvelle s'installe. Non pas une fatigue physique, mais une fatigue existentielle. Celle qui naît quand notre âme appelle à un retournement. Ce 7e pilier, c'est celui de ce basculement intérieur, ce moment où le regard, longtemps tourné vers l'extérieur, commence à se retourner vers l'intérieur. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est un réenracinement dans la profondeur. Jung voyait cette étape non comme un retrait, mais comme un changement de centre de gravité. L'ego, qui a longtemps été le pilote, cède peu à peu sa place au soi, cette instance plus vaste, plus sage, plus silencieuse qui habite en chacun de nous. Ce retournement se manifeste par un besoin de solitude, de contemplation, d'écoute, parfois aussi par des ruptures inattendues, une envie de ralentir, un intérêt nouveau pour la spiritualité, l'art, la nature ou les rêves. Mais attention, la société moderne n'aime pas ce mouvement. Elle le juge comme une régression, un affaiblissement, un désengagement. Elle pousse à rester productif, visible, jeune, même contre sa nature. Il faut donc du courage pour honorer ce retournement, pour dire non à ce qui épuise, pour dire oui à ce qui nourrit, même si cela échappe aux critères habituels de valeur. Dans ce nouveau rapport au temps, l'être prend le pas sur le faire. Ce n'est plus l'efficacité qui guide, mais la justesse. Ce n'est plus l'ambition, mais l'alignement. Et ce qui émerge, c'est une présence différente au monde, plus calme, plus ancrée, plus vraie. Ce pilier marque une transition sacrée, celle de la quête de soi à la rencontre avec l'âme. Et dans cette rencontre, on découvre une richesse insoupçonnée. Non pas celle que l'on possède, mais celle que l'on est devenu dans le silence du cœur. Il y a dans la maturité un paradoxe saisissant. Plus la mort s'approche, plus la vie peut devenir pleine. Mais cela ne se produit que si nous avons le courage de regarder la mort en face, non comme une menace à fuir, mais comme un miroir révélateur. La société contemporaine vit dans un déni collectif de la finitude. On cache les signes du vieillissement, on isole les mourants, on évite le mot mort comme s'il portait malheur. Pourtant, cette négation n'efface rien. Elle rend la fin plus brutale, plus absurde, plus vide de sens. Jung, au contraire, considérait que la conscience de la mort devait être intégrée dans la vie psychique dès la seconde moitié de l'existence, non pas comme une obsession morbide, mais comme un appel à la plénitude. Il disait que celui qui refuse d'accepter la mort se prive aussi d'une part essentielle de la vie, sa profondeur. Quand on commence à se réconcilier avec la mort, quelque chose change dans notre manière d'exister. Ce qui est superflu tombe. Les urgences deviennent moins pressantes. Ce qui compte vraiment émerge avec une clarté nouvelle. La vie ne se compte plus en années, mais en intensité de présence. Cette réconciliation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus souvent lent, fait de résistance, de peur, de retour en arrière. Mais chaque fois que l'on consent à penser à sa propre fin, sans panique, sans fatalisme, on agrandit l'espace intérieur. On apprend à vivre avec la mort à ses côtés, et non contre elle. Et paradoxalement, c'est là que la vie devient plus libre, libre d'être vécue selon ses vrais désirs, libre de dire non à ce qui ne fait plus sens, libre d'aimer sans attente, de créer sans peur, de ralentir sans culpabilité. Se réconcilier avec la mort, c'est aussi faire la paix avec la vie que l'on a eue, c'est cesser de ruminer les regrets, de haïr le passé, de rejeter ce qui a été. C'est regarder son histoire avec bienveillance, comme un chemin imparfait mais sincère, et dans cette paix, une nouvelle vitalité peut naître. Ce pilier nous enseigne que la mort ne détruit pas le sens, elle l'exige. Elle nous pousse à vivre non pas plus longtemps, mais plus profondément. Et dans cette profondeur, la peur se transforme en sagesse, et le dernier chapitre devient une offrande. Pendant une grande partie de la vie, nous poursuivons l'idée d'être meilleur, plus fort, plus compétent, plus apprécié, plus jeune, plus productif. Mais avec l'âge, une vérité silencieuse commence à émerger. Ce n'est pas d'être meilleur que nous avons besoin, mais d'être entier. Pour Carl Jung, le but ultime de la vie psychique n'est pas la perfection, mais l'intégration. Être entier, c'est accueillir toutes les dimensions de soi, y compris celles qui ont été ignorées, blessées, déformées par le temps ou par les rôles que nous avons dû jouer.
La maturité dans cette perspective est une œuvre d'unification intérieure. Ce n'est pas l'âge de l'achèvement, mais celui du tissage de soi. Relier les fragments éparpillés, réconcilier les opposés, donner forme à une totalité vivante et authentique. Devenir entier, c'est reconnaître que la lumière et l'ombre cohabitent en nous, que la force et la fragilité ne s'opposent pas, que nos blessures font aussi partie de notre beauté. Cela demande un regard neuf, une douceur envers soi-même, une humilité profonde. Ce chemin n'est pas spectaculaire. Il est souvent silencieux, discret. Mais ses effets sont profonds. Moins de jugement, plus de compassion, moins de contrôle, plus de confiance, moins de peur, plus de présence. Dans la seconde moitié de la vie, ce processus d'unification devient central. Car si l'on ne s'engage pas dans cette voie, on risque de rester figé dans des identités anciennes, à jouer un rôle qui ne nous ressemble plus, à porter un masque devenu trop lourd. Devenir entier, c'est aussi se libérer de la comparaison. Il ne s'agit plus d'être comme avant, ni comme les autres, mais d'être pleinement soi. Même cabossé, même ralenti, même transformé. C'est dans cette acceptation profonde que naît une forme de paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Jung voyait dans cette intégration une forme de sagesse supérieure. Non pas une sagesse intellectuelle, mais une sagesse vécue, incarnée. Une sagesse qui ne cherche pas à convaincre, mais qui rayonne par sa présence. Et peut-être est-ce que cela, au fond, le vrai but de la vieillesse, non pas finir en beauté, mais se réunir intérieurement, pour que la fin ne soit pas un effondrement, mais un accomplissement. Un retour à l'essentiel, une forme de renaissance. Il est réconfortant de croire que la vieillesse sereine viendra d'elle-même, comme une récompense pour les efforts d'une vie bien menée. Mais la vérité est plus exigeante, et aussi plus libératrice. Une vieillesse heureuse ne tombe pas du ciel. Elle se construit jour après jour depuis l'intérieur. Ce dernier pilier n'ajoute rien de nouveau. Il relie, rassemble, incarne les précédents. Il nous rappelle que le bonheur dans la maturité n'est pas un état figé, ni un privilège réservé à quelques chanceux. C'est le fruit d'un travail intérieur, profond, souvent discret, mais profondément transformateur. Vieillir avec conscience, c'est avoir le courage de se dépouiller des illusions, d'affronter ce qui a été refoulé, de revoir ses priorités, de se détacher de ce qui ne nourrit plus. C'est aussi, et surtout, oser se choisir, enfin, sans masque ni justification. La construction d'une vieillesse pleine d'âme passe par des choix simples mais radicaux. Ralentir, écouter, pardonner, transmettre, s'émerveiller, laisser partir. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, ce sont des actes de présence à soi-même. Cela demande aussi d'assumer une forme de solitude, non pas comme un isolement, mais comme un espace sacré où l'on peut entendre la voix de son âme. D'oser le silence, la contemplation, la lenteur. D'oser dire non aux injonctions de rester actif, jeune, efficace, à tout prix, pour être simplement vrai. Jung disait que la tâche principale de la seconde moitié de la vie était la réalisation du soi. Cela ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais redevenir ce que l'on est en profondeur, au-delà de ce que l'on a fait, de ce que l'on a possédé, de ce que l'on a perdu. Et cette réalisation passe par l'accueil du mystère, par la reconnaissance que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre jusqu'au bout, avec courage, avec humilité, avec gratitude. Alors non, une vieillesse heureuse n'est pas le fruit du hasard. C'est une œuvre intérieure, un chemin vers plus de vérité, de tendresse, de clarté. Et si vous êtes en train de lire ces mots, c'est peut-être parce qu'une partie de vous sait déjà cela, et qu'il est temps, maintenant, de marcher en direction de cette plénitude.